mesdames, bonjour. Bienvenue pour cette conférence. Donc, le monde de l'homo loisirus, j'ai rajouté la révolution des modes de vie pour être encore un peu plus expressif. Donc, je me présente, je m'appelle Olivier Bessy, je suis professeur à l'UPPA, spécialiste de la sociologie du sport, des loisirs et du tourisme, sur lequel je travaille depuis une trentaine d'années, plus particulièrement sur la mise en loisir de notre société et de nos territoires. Donc, mon ambition avec vous cet après-midi, c'est d'illustrer une facette de ce nouveau monde qui est en train de se constituer à travers l'amplification depuis un siècle de cette figure de l'homo loisirus que je vais vous décrire, dans la mesure où elle est associée à un individu qui se construit, s'invente et s'autoproduit dans un espace-temps privilégié qui est celui des loisirs. Je vais donc vous parler de ce qui est, selon moi, une des plus grandes aventures du XXIe siècle, c'est-à-dire la libération de l'homme par rapport au travail, et qui va se poursuivre, c'est certain, au XXIe siècle avec les progrès technologiques. Alors c'est un défi que je me suis lancé de faire cette conférence, dans la mesure où la sociologie du loisir, qui est ma spécialité, et peut considérer dans notre pays, en France, contrairement au Québec ou aux États-Unis. Or, l'évolution de la place du loisir, que je vais vous montrer, ainsi que les valeurs et les enjeux que cet espace-temps recèle pour les individus, est bien présent. Et du coup, c'est quand même une sociologie qui souffre d'une absence de considération. Or, je considère que c'est un vrai paradoxe à ne pas s'intéresser davantage à ce qui fait notre quotidien. Mais souvent, le quotidien, les pratiques ordinaires du quotidien, qui sont invisibles, voire banales ou anodines, parce qu'elles sont là, présentes, qu'on les voit presque, on les voit du coup plus, tiennent pourtant un rôle et une place très importante et aujourd'hui peuvent être considérées comme un référent existentiel, je dirais, pour un grand nombre de personnes. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'ils nous renseignent sacrément, ces loisirs, sur l'évolution de notre monde, d'aujourd'hui et de demain, et ce n'est pas rien. Donc l'idée que je vais défendre cet après-midi devant vous, c'est que le temps libre, parce qu'il est devenu très largement majoritaire aujourd'hui dans notre société, a conquis une capacité finalement à produire des normes et des valeurs pour l'ensemble de la société et l'ensemble des temps sociaux. C'est une idée que je considère comme centrale dans la mesure où la dynamique du temps libre est devenue aujourd'hui la toile de fond structurante de nos existences. Elle est responsable d'une nouvelle façon d'organiser nos vies dans les rapports à l'espace, les rapports au temps, les rapports aux autres, à l'environnement et à la mobilité. D'où ma motivation d'analyser l'émergence progressive de cette figure de l'homo loisirus, car elle nous renseigne sur une des principales mutations de notre société, à savoir l'évolution depuis un siècle et demi des rapports entre travail et loisirs, et plus globalement de ce qu'on pourrait appeler la révolution temporelle, déjà accomplie, mais qui va se poursuivre, à travers la redistribution, la recomposition des temps sociaux, révolution qui n'a donc pas fini sa circonvolution et qui va impacter le monde de demain. Plusieurs sociologues ont déjà, bien entendu, produit et travaillé sur ces questions-là, que je vous citerai au fur et à mesure. Je pense à mon directeur de thèse, aujourd'hui décédé, qui était le plus grand sociologue du XXe siècle, Geoffroy Dumazier, qui, dès 1962, prédisait la civilisation des loisirs dans son premier ouvrage, suivi après par Jean Viard, qui écrit encore beaucoup de choses sur cette thématique, Paul Lyonnais, Christian Bromberger et d'autres. Tous ces sociologues, historiens, Georges Garello, Alain Corbin, ethnologues, finalement, cherchent à éclairer les nouveaux usages du temps et à montrer le nouveau rôle que les loisirs jouent dans notre société moderne, à travers notamment le tropisme qu'ils exercent sur les individus. Et c'est dans cette même perspective sociologique, qui associe sociologie récréative et sociologie du quotidien, que je vais me situer aujourd'hui avec vous. Le constat effectué aujourd'hui par l'ensemble de la communauté scientifique est que se divertir, dans notre société moderne, prend une nouvelle signification, observable dans les nouveaux enjeux que les loisirs constituent pour les individus, on le verra avec un enjeu identitaire particulièrement fort, mais aussi dans les nouveaux usages des temps et des espaces qu'ils engendrent, et aussi, j'en parlerai, dans les nouvelles formes de sociabilité qu'ils favorisent. Se divertir ne correspond plus aux usages traditionnels qui ont existé auparavant, que ce soit celui du repos,
qui était jadis un moyen de récupérer sa force de travail, dans une approche plutôt marxiste. Celui de la mode, qui était une possibilité offerte aux nobles rentiers, aux artistes à la fin du XIXe siècle, de se mettre en scène à travers un passe-temps ostentatoire. La classe de loisirs de Veblen, qui montre bien cette ostentation à travers le loisir. Celui de l'intégration citoyenne à travers le développement personnel ou l'éducation populaire, analysé par Geoffroy Dumazier dans les années 50-60. Ou encore le loisir comme une simple pratique de consommation, plus ou moins normative et aliénante, à travers les travaux d'Herbert Marcus sur l'homme unidimensionnel ou de Jean Baudrillard sur la société de consommation. Le loisir constitue dans nos sociétés développées le temps social, structurant et influençant toujours plus nos modes de vie, car il apparaît comme un fournisseur d'images d'existence idéale, et il va continuer, et j'essaierai de vous le montrer, à le faire demain. C'est de cette métamorphose dont je vais vous parler, car les pratiques récréatives aujourd'hui, contrairement à ce que l'on peut penser, ne sont pas de simples divertissements ou délassements, même s'ils peuvent jouer ce rôle-là, ou encore de simples pratiques de mode ou de consommation. Mais elles contribuent à la production d'un nouvel art de vivre en résonance avec notre époque, participant ainsi au réenchantement du monde. Afin de bien comprendre ce nouveau rôle joué par les loisirs dans notre société, aujourd'hui a fortiori demain, il est nécessaire, avant toute chose, de savoir comment les temps sociaux étaient hier perçus, vécus et symbolisés. L'histoire nous permettant toujours de mieux comprendre le présent et de mieux anticiper le futur. Avant toute chose, une petite précision de vocabulaire pour bien qu'on soit d'accord sur les termes que j'utilise. Les temps sociaux, aujourd'hui, sont répartis en 4 catégories. Vous avez le temps de travail professionnel, qui est avec les études, qui a un temps social fort, même s'il a diminué. Le temps de travail domestique, les tâches ménagères, les courses, s'occuper des enfants. Le temps physiologique, le sommeil, et le temps libre, qui est subdivisé en un temps de loisir, d'expression de soi pour soi, et un temps d'engagement, de sacrifice de soi à la valeur d'une cause, qu'elle soit environnementale, sportive, politique ou syndicale. Donc le loisir, c'est aujourd'hui 90% du temps libre, en investissement des personnes. On peut le définir à partir du mot latin licet, licere, qui veut dire « il est permis de », donc il peut être défini comme une quantité de temps libre affranchie des exigences du temps contraint, travail, études, et des obligations sociales et familiales. Il ne définit a priori aucun contenu d'activité, seul le caractérise sa forme libératoire. C'est du temps que vous vous libérez. Donc c'est un pur contenant, une enveloppe de temps libéré. Et selon Dumazier, c'est un temps qu'il qualifie d'ipsatif, c'est-à-dire d'expression sociale de soi pour soi, vécu individuellement ou en groupe, et qui fait partie donc du temps libre, mais qui se différencie du temps d'engagement, centré sur le sacrifice de soi à la valeur d'une cause, comme je vous le disais. Pour terminer cette introduction, et avant de vous passer un petit film qui va illustrer tout ce que je vais vous dire après, un petit couplet épistémologique me paraît nécessaire. En effet, c'est un sujet vaste, c'est un sujet qui est complexe, difficile à saisir et à éclairer, car les frontières entre travail et loisirs ne sont pas toujours franches, et les relations ne sont pas simples, avec des enchevêtrements multiples entre les deux sphères. D'où la nécessité de faire preuve de beaucoup de prudence dans l'interprétation des chiffres, des données. Plusieurs éclairages scientifiques sont nécessaires afin d'éviter les confusions, les approximations et aussi les interprétations abusives. La conséquence aussi de ce thème-là, c'est que je ne pourrai pas tout aborder dans ma conférence, tellement le sujet est vaste. Si en régie, on peut faire passer le petit film qui va me permettre d'enchaîner, qui va vous montrer un petit peu une évolution des loisirs et du tourisme durant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Merci pour le... Ça va nous mettre dans l'ambiance. Avant 1840, les rares touristes voyagent en diligence et en voiture attelée. Ces voyageurs intrépides sont essentiellement des nobles rentiers, des bourgeois nantis et des artistes. Ils ne vont pas à la montagne, car les sommets sont horribles et terrifiants. Ils ne se baignent pas dans la mer, ça ne se fait pas. Les paysans et les ouvriers, eux, n'ont pas le temps de partir. Il faut attendre 1848 pour que la loi limite la journée de travail à 12 heures. Mais on travaille tous les jours de la semaine, toute l'année, et ce, dès l'âge de 12 ans. À partir de 1850, le chemin de fer se développe. Des stations de bains se créent de toutes pièces au bout des lignes de chemin de fer. Arcachon, Trouville, Deauville, Fécamp. Il devient de bon ton de prendre des bains de mer.
Vers 1880, le vélo apparaît et en 1895, c'est l'automobile. On part en voyage, on fait des étapes. Pour ces nouveaux voyageurs, il faut fabriquer des routes, des panneaux indicateurs, des bornes, des guides et des cartes. Les monuments historiques, autrefois sans intérêt, deviennent incontournables. Mais ce tourisme est encore réservé à une classe argentée. En 1906, les ouvriers obtiennent le dimanche chômé. En 1912, le travail quotidien passe à 10 heures. En 1919, il passe à 8 heures, 6 jours sur 7, toute l'année. Dans les années 20, les congés payés s'étendent dans les milieux d'employés, d'ouvriers qualifiés et chez les instituteurs. On assiste à un développement du cyclotourisme, des auberges de jeunesse, du camping, du scoutisme et des colonies de vacances. Les vacances deviennent un enjeu de société en tant que vecteur de valeurs morales, en particulier auprès de la jeunesse. En 1936, les accords de Matignon donnent 2 semaines de congés annuels pour tous les ouvriers. Dans les faits, peu d'entre eux vont partir. Partir, cela s'apprend et ils vont vivre ces congés comme un long dimanche. Ils bricolent chez eux, pique-niquent en famille ou vont à la guinguette. Et puis, c'est la guerre. Après-guerre, le tourisme national et international entame son essor. Avec la reconstruction, le pouvoir d'achat des Français augmente considérablement. Les vacances deviennent peu à peu abordables. D'autant qu'en 1956, c'est la 3e semaine de congés payés. Le camping est plébiscité par les classes populaires. Mais ces nouveaux campeurs ne sont pas à la recherche d'activités éducatives et culturelles. Ils viennent vivre les uns avec les autres et recréent dans leur forêt de tentes le village populaire qu'ils ont perdu dans leurs immeubles de banlieue. Ils vont privilégier une destination, le bord de mer. Dans les années 60, de simples individus ou associations créent leur propre structure et démarrent des entreprises qui deviendront les grands groupes de voyage de demain. Le Club Med, les VVF, Tourisme et Travail, l'UCPA, tous misent sur un tourisme de masse. Ils vont s'appuyer sur un transport en expansion, l'avion long courrier. Les paquebots sont appelés à disparaître. Le Club Med, en particulier, révolutionne l'idée des vacances en proposant à une classe argentée un antidote aux tensions du travail. Le paradis idéal, inspiré de la Polynésie. Plaisir du corps et des sens, soleil et mer. Ce sont les années 70. La 4e semaine de congés payés est promulguée. Le pouvoir d'achat des Français n'a jamais été aussi important. À cette époque, on bétonne le littoral. De Nice à la Baule, c'est le temps des promoteurs. Palavas-les-Flots, Mimizan, Merlin-Plage. La montagne n'est pas épargnée, c'est le plan neige. Des stations naissent de rien, avec une architecture qui fait beaucoup parler d'elle. Les années 70, c'est aussi le temps de la crise. Crise financière, crise morale. Pour certains, les vacances n'existent plus, puisque le travail n'a pas de réalité. Le routard part sur les routes, avec son guide sous le bras, ou en parcourant les sentiers de grande randonnée. Les années 80 marquent une rupture de style de société. Moins idéologique, moins éthique, plus marchande. On travaille 39 heures par semaine, 5 jours sur 7. Tous les actifs ont 5 semaines de congés payés. Que veut faire le touriste nouveau pendant ces années-là ? Rien, dit-il. Pourtant, les collectivités diversifient leur offre pour le séduire. Fêtes folkloriques, promenades balisées. C'est la grande époque de la revalorisation du patrimoine. Châteaux, églises, ponts, musées, écomusées sont restaurés et mis en marché. Mais la concurrence des parcs à thème fait aussi son apparition.
Dans les années 1990, les Français découvrent de nouvelles destinations à l'étranger. Les paquebots connaissent une renaissance spectaculaire avec la croisière. La France est reconnue comme pays du bon goût, de la culture, de la gastronomie et des vins. On y vient du monde entier. La France devient la première destination mondiale. Mais les vacances restent encore un privilège pour certains Français. Près de 35% d'entre eux n'en prennent toujours pas. 1999. C'est la loi sur les 35 heures. Les actifs se retrouvent face à un nouvel aménagement de leur temps. Leur conception des vacances, comme celle du travail, a bien changé depuis 2 siècles. D'uniques et élitistes, les séjours en vacances sont devenus variés et réguliers pour une majorité de Français. Alors, le temps libre dégagé par les 35 heures va-t-il entraîner une augmentation de la consommation touristique ou favoriser de nouvelles pratiques et de nouveaux produits? Je pense que c'était un petit film très illustratif de ce que je vais vous raconter. Il nous montre, ce film, la transformation progressive de nos modes de vie à travers de nouveaux usages du temps et de l'espace. Et je vais identifier 3 grandes périodes. Je vais passer vite sur les premières, sinon je n'aurai pas le temps de finir. La première période rompt avec l'époque antérieure, et fait coïncider l'apparition progressive finalement des loisirs avec le développement de la société industrielle. Grosso modo, 1850-1950, où travail et loisirs forment un système, où tout bouleversement de l'un affecte l'autre. Les congés payés, c'est à la fois une réalité, mais c'est aussi un mythe, parce qu'on peut légiférer sur les vacances, mais les catégories modestes qui n'ont pas le capital culturel pour partir en vacances, ils vont dans leur village, c'est plutôt un retour aux sources, c'est pas une évasion pour découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles sensations. Et donc, on est sur une période qui voit l'émergence des loisirs, certes, mais qui reste marquée par l'idée que pour beaucoup de monde, et notamment les milieux sociaux les plus modestes, le temps de non-travail reste davantage ressenti comme un temps mort, un temps de repos, un temps consacré à l'accomplissement des devoirs religieux ou encore un retour au village, dans la famille, que comme une véritable séquence de loisirs. Il faut attendre la seconde période, 1945-1970, qui correspond à ce que j'appelle la revendication d'un temps pour soi plus affirmé. En effet, les années 45-70, qui correspondent aux 30 glorieuses, 45-75, reflètent une évolution significative dans la représentation des loisirs. C'est là vraiment une évolution forte qui va mettre en relation avec la politique volontariste observable dans l'octroi de la 3e semaine de congés payés, comme ça a été dit, le développement de la société de production et de consommation de masse et ses adaptations marketing, l'explosion de la classe moyenne avec l'augmentation de son pouvoir d'achat, les mutations culturelles à l'œuvre avec l'émergence de nouvelles valeurs, plaisir, liberté, autonomie dans la mouvance de mai 68, l'évolution du rapport au corps en lien avec des normes et des modèles corporels en pleine évolution, je pense aux travaux de Georges Vigarello, la diffusion sociale d'une culture sportive d'abord par les fédérations et les clubs, puis après dans un cadre plus autorégulé, le développement de nouveaux moyens de transport, ça a été très bien dit, je n'y reviens pas, le développement de nouvelles structures d'hébergement, le camping, puis après l'amélioration des prestations, villages de vacances, club Méditerranée, ça a été aussi très bien dit. Il s'agit moins maintenant d'un retour aux sources durant cette période ou d'une élaboration idéologique de la démocratisation des loisirs bourgeois que de la conquête massive de la consommation de loisirs pour soi. L'éthique du loisir qui s'épanouit au détriment de l'éthique du travail prend figure durant cette période et se structure dans la culture de masse, comme l'écrit déjà Edgar Morin dans L'Esprit du temps en 1962. Mais à cette époque-là, le temps de travail reste encore le temps social le plus important et le plus structurant. Il faut donc attendre la 3e période qui est amorcée dans le film, où l'inversion historique de l'usage des différents temps sociaux et l'instauration d'un temps de loisirs à part entière s'installe vraiment, 1970-2000. Geoffre Dumazier, que je vous citais à l'introduction, dans son ouvrage intitulé « Révolution culturelle du temps libre », 1968-1988, nous indique, en s'appuyant sur les chiffres de l'INSEE, que pour la première fois dans l'histoire des sociétés modernes, la durée hebdomadaire moyenne, incluant samedi et dimanche, du temps libre a dépassé au début des années 80 celle du temps de travail pour la population masculine et féminine de plus de 18 ans. Quelques chiffres, donc elle a augmenté pour le temps libre, passant de 24h15 en 1975 à 28h30 en 1985. Donc vous voyez, une augmentation de plus de 4 heures, ce ne sont que des moyennes. Et elle a diminué pour le temps de travail, déclinant de 28h en 1975 à 24h30 en 1985. Le temps libre aurait aussi devancé le temps domestique, qui reste pour l'INSEE à 31h en 1975 et 31h30 en 1985,
si les chercheurs de l'INSEE, je cite, n'avaient artificiellement et abusivement gonflé cette catégorie en y incluant les travaux de jardinage et du bricolage qui sont souvent faits par plaisir, comme on le sait. Si ces moyennes ne font évidemment sens pour personne, elles donnent néanmoins une bonne idée des évolutions collectives avec des différences selon les professions et les statuts. Cette inversion dans l'usage des temps est due pour une bonne part à la mise en place de la semaine de 39 heures, la 5e semaine de congés payés, mais aussi à l'influence grandissante des mutations économiques et socioculturelles mentionnées dans la période précédente, qui installent finalement le besoin de prendre du temps pour soi comme un modèle d'existence idéale. Elle marque symboliquement une date repère d'un processus historique qui s'étale sur plus d'un siècle. Elle est confirmée par un autre sociologue qui s'appelle Roger Su, qui affirme que rapporté à la durée du temps éveillé, écoutez bien, les chiffres donnent le vertige, le temps de travail représentait 70% du temps de vie en 1850, contre 43% en 1900, 18% en 1980, 14% en 1990 et 7% en 1994. Même si ces chiffres peuvent être contestés, tout chiffre est contestable, et si un autre sociologue, Paul Lyonnais, considère qu'on est plutôt autour de 10 à 15% pour la dernière période, tous les auteurs sont unanimes sur le fait que l'esprit du loisir tend à contaminer de plus en plus l'ensemble des activités humaines dans la société. Les valeurs du loisir exercent un puissant tropisme sur la vie sociale, qui se traduit par deux phénomènes. Le premier est observable dans ce que j'appelle le processus de captation pure et simple d'anciens temps de contraintes familiales et domestiques, tels que les repas, les tâches ménagères, qui sont de plus en plus technologisées, réduites ou réalisées par un tiers. Le second est observable dans les multiples influences qu'il exerce sur le principal temps de contrainte sociale, à savoir le temps de travail, tant dans son organisation, bouleversement à la journée, horaires variables. On peut organiser sa journée comme on veut, commencer plus tard, finir plus tôt, à la semaine, avec bien entendu l'instauration des week-ends qui s'est fait progressivement, et maintenant des week-ends de plus en plus longs, des ponts, etc. Et puis sur l'année, avec le fractionnement des périodes de vacances en 3, 4, voire 5 périodes, et sur la vie, même si l'âge de la retraite a d'abord baissé, puis là de nouveau augmenté pour les raisons que l'on sait, il y a quand même, grâce à l'espérance de vie, un temps consacré après le travail qui reste très important et de plus en plus long. Donc ça, c'est sur les effets sur l'organisation, mais aussi sur les attentes associées dans le choix du travail. Les jeunes déclarent, par exemple, vouloir choisir leur travail comme ils choisissent leur loisir, primat de l'indépendance, de la liberté et du plaisir dans le travail. Ce n'est pas toujours faisable, mais c'est un souhait en tout cas. Toujours est-il que ces évolutions, tant dans l'organisation que dans les attentes par rapport au travail, nous obligent à ne plus considérer le temps libre comme un simple complément du temps de travail, mais au contraire comme un temps à part entière qui a ses exigences propres et influence de plus en plus la façon de travailler. La société ne se transforme pas seulement sur les normes et les valeurs que le loisir exporte au-delà de son champ, mais elle se transforme aussi dans les loisirs. Ce n'est pas pour autant, bien entendu, la fin du travail ou l'émergence d'une société de l'anti-travail, comme certains écrits pourraient le laisser penser, mais une société d'individus qui, parmi d'autres activités, travaillent. Il ne s'agit pas de dire non plus que le travail n'a plus d'importance dans la structuration du social, mais simplement qu'il n'est plus le seul vecteur, ni même le vecteur dominant. Mais plutôt de dire que le travail et le loisir sont devenus coproducteurs de richesse, de mobilité, de liens sociaux et de l'organisation des territoires. Voilà, ça c'était une première partie un peu diachronique, historique, pour vous montrer comment les choses ont évolué, je dirais, durant le XXe siècle. Je passe à ma seconde partie, qui est donc une analyse de la figure de l'homo loisirus sur la période récente de 2000 à aujourd'hui. Donc en ce début du XXIe siècle, il semble urgent de placer le temps au cœur de nos réflexions et de nos questions sociétales, car le temps est devenu nôtre. Il ne dépend plus, ou en tout cas beaucoup moins, d'un ordre religieux ou économique. Le temps a été privatisé. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les hommes, mais aussi les femmes, n'ont disposé d'autant de temps pour eux-mêmes. On peut donc parler de civilisation des loisirs, pour le coup, même si Dumazy était visionnaire en 1962, ça a encore plus de sens aujourd'hui, dans le sens où notre société trouve la source de sa culture dans le temps possédé consciemment par les individus. Les normes et valeurs du temps libre sont devenues très largement dominantes, influençant le travail, comme on l'a vu, mais aussi la famille, l'éducation des enfants, la place de chacun au sein de la famille, les formes d'autorité, les nouveaux liens sociaux au sein des différents types de familles. Un chiffre cité par Jean Viard dans la Société des modes de vie en 2012 donne un aperçu de la révolution en cours au niveau de nos modes de vie.
La part de la vie non occupée à travailler et à dormir a été multipliée par 4 en un siècle. Ce chiffre trouve son origine dans l'ensemble des mutations sociétales, mais aussi dans l'augmentation des 25 ans de l'espérance de vie au XXe siècle, qui bouleverse totalement l'équilibre entre le temps de travail et le temps de non-travail. Aujourd'hui, pour le dire autrement, le temps éveillé échappe au travail pour 4/5 de sa durée. C'est tout simplement vertigineux et donne à la figure de l'homo loisirus une véritable réalité sociale. La figure de l'homo loisirus est associée à un individu trajectoire, pour reprendre les propos d'Alain Ehrenberg dans La fatigue d'être soi. C'est-à-dire que l'individu, aujourd'hui, il n'est plus, je dirais, produit par des grandes transcendances métaphysiques ou par une éducation familiale, religieuse ou que sais-je encore, mais il a une autonomie que la modernité lui a léguée, et par rapport à ça, il doit se construire, s'inventer et s'autoproduire, et il le fait de plus en plus dans les loisirs. Cette trajectoire, elle reflète le processus d'individuation en cours, que je différencie de l'individualisme, au sein d'une société complexe, éclatée et incertaine. Chacun doit en effet accomplir aujourd'hui ce que Ehrenberg appelle un travail identitaire considérable. C'est notre plus gros travail. À une époque où la famille, l'entreprise, la religion, l'action publique ou syndicale contribuent moins qu'hier, ça contribue encore, mais beaucoup moins qu'hier, à donner du sens à la vie. Et d'une manière plus générale, où les programmes institutionnels déclinent, le loisir devient un espace-temps privilégié de la construction identitaire, pour 3 raisons au moins. Tout d'abord, première raison, il offre une grande variété et une souplesse des modes d'entrée et d'engagement dans différents projets et activités. En effet, les pratiques de loisirs autorisent chacun à être autonome et acteur de sa propre vie, ce qui est aujourd'hui largement revendiqué dans la vie en général, en lien avec le processus de personnalisation. La dynamique effervescente, informelle et parfois buissonnière des pratiques récréatives observées dans les espaces urbains et périurbains, et aussi naturels, reflète les nouveaux usages de ces derniers et contribue à inventer un nouvel art de vivre, pour les hommes comme pour les femmes, à tous les âges de la vie. Une récente recherche que j'ai pu mener sur les usages récréatifs du parc naturel des Rives de Gave à Pau en est une bonne illustration. Nous avons recensé avec mes collègues chercheurs plus de 20 modalités de pratiques différentes qui évoluent et s'hybrident en fonction des circonstances, en fonction des lieux et en fonction des personnes. Deuxième raison, c'est que ce temps de loisir favorise l'expérimentation de soi en tant que forme première de socialisation à travers la mise en résonance dont parle un sociologue que j'ai été écouté lundi soir à la médiathèque qui s'appelle Hartmut Rosa dans son ouvrage sur la sociologie de la résonance. C'est-à-dire l'optimisation durant cette période de la relation avec soi-même, les autres et l'environnement urbain et naturel, à travers l'expérience vécue, les émotions ressenties et partagées afin de donner du sens à son quotidien. Nous avons aujourd'hui, grâce au loisir, des réseaux de relations multiples, variés, souples et spontanés, intra- et extra-familiales, qui ont peu à peu submergé les liens plus rares, conventionnels et souvent hiérarchiques du monde d'hier. Et le noyau dur de ces réseaux, de ces nouveaux réseaux de relations, c'est l'affection réelle ou virtuelle. C'est le sensible, le poétique, l'amour sous toutes ses formes. Il se retranscrit dans l'envie de vivre des expériences intimes, originales, intenses et mémorables. Et on le voit bien dans le tourisme, avec le développement du tourisme expérientiel, par exemple. Mais aussi dans le faire ensemble des choses différentes. On va tous en famille à la piscine, mais on fait 4 choses différentes, par exemple, qui est devenu le modèle de ce que Jean-Pierre appelle la famille tribu réinventée. Ou encore, de manière un peu plus originale, dans le vivre ensemble séparément. Troisième raison, c'est que le loisir permet de s'affirmer, de se valoriser dans un monde en bouleversement constant et en concurrence permanente. En effet, le loisir ne permet-il pas un rééquilibrage du sentiment d'efficacité personnelle, dans la mesure où il est plus aisé de croire en soi, durant ce temps, qu'au travail. Des objectifs moins concurrentiels, moins d'écart entre les attentes et les résultats, l'engagement d'autres dimensions de soi que le soi statutaire, peuvent le laisser penser. On peut noter aussi l'absence, certes relative, de conflits interpersonnels durant ces moments choisis qui deviennent de plus en plus difficiles à gérer au travail. Cette figure de l'homo loisirus est particulièrement représentée chez les jeunes, qui épousent plus sensiblement les valeurs et les normes de la culture des loisirs dans leur mode d'intégration sociale. La date d'entrée de plus en plus tardive dans le monde du travail, on le voit avec nos étudiants, le choix d'un job qui leur ressemble, la recherche tardive d'un emploi stable, beaucoup préfèrent finalement avoir un CDD au départ ou
c'est aussi ce qu'on leur propose. La discontinuité, ça c'est très intéressant, des trajectoires avec des années de césure, de la mobilité, du zapping sur les formations. Et la recherche de liens sociaux moins hiérarchiques en sont les indicateurs les plus visibles. Ils remettent en question le rapport traditionnel au travail et ouvrent de nouvelles perspectives sur les relations travail-loisir en priorisant davantage leur mode de vie. Reste que des différences dans ce nouveau rapport travail-loisir sont observables selon les genres et les origines sociales, bien entendu. Cette figure de l'homo laserus, elle prend aussi aujourd'hui une forme particulière chez les retraités, qui constituent un groupe social certes hétérogène sur le plan des trajectoires socio-professionnelles et familiales, qui sont différentes, du pouvoir d'achat qui est inégal, des lieux d'habitation subis ou choisis, de la double résidence ou non, mais qui sont quand même aussi homogènes sur leur envie de continuer à profiter de la vie. C'était moins le cas hier, on mourrait plus tôt aussi, car ils sont en meilleure santé, espérance de vie. Ils ont de l'argent, en majorité, le pouvoir d'achat est en moyenne supérieur à la population active, même si ce n'est pas le cas de tous, je l'ai bien précisé, hein, je suis prudent. Et surtout, ils se sont appropriés la culture des loisirs et des vacances durant leur jeunesse. Ils appartiennent à la génération qui l'a complètement appropriée. Durant leurs études, ils se la sont appropriés donc, durant leurs études et pendant les vacances, durant leur jeunesse. Et les rêves de mobilité et de découverte, moins faciles pour eux durant leurs études, et ils ont donné la priorité à l'emploi. Donc ils se rattrapent quelque part, contrairement aux jeunes qui finalement prennent du bon temps avant, advienne que pourra. On peut parler là d'un double effet de génération qui leur donne envie de prendre du temps et du plaisir pour eux, sport, culture, voyage. C'est les plus gros clients des tour opérateurs, mais aussi de briser l'ordre sédentaire historique. D'après Jean Viard, à l'âge de la retraite, 48% des Français rêvent de déménager pour retourner au pays ou aller résider dans leur région de vacances préférée, côte basque, sud-est de la France. Pour ces deux groupes sociaux en pleine mutation, la double envie de mobilité et de jour différemment du temps est forte et génère à la fois une détériorisation des individus en réseau et une nouvelle temporalisation, multiplication des liens sociaux réels ou virtuels. Nous connaissons donc aujourd'hui une révolution temporelle et spatiale inimaginable, observable dans le bouleversement de nos vies elles-mêmes, de nos espérances, de nos imaginaires, mais aussi de nos trajectoires de vie amoureuses, professionnelles et résidentielles. Et si, comme l'affirmait Paul Lyonnais en 1999, dans les loisirs, les hommes ne jouaient rien de moins que leur survie. Je regarde le temps, ça va. Donc, je vais attaquer la troisième partie. Quel rôle vont jouer les loisirs dans le monde de demain? Petit essai de prospectif, puisque c'est quand même le thème des idées mènent le monde. Mais on peut difficilement parler du futur sans parler du présent et d'hier. Donc, les évolutions des usages du temps et de l'espace, associées à la mise en loisir de nos exigences, observées durant de nos existences, observées durant le XXe siècle, se poursuivent en ce début du XXIe siècle et vont continuer à structurer le monde de demain. Les analyses prospectives réalisées vont dans ce sens. Le temps libre va continuer d'être le temps social dominant, car le plus valorisé et le plus convoité. Le XXe siècle a fait 3 pas de géant. C'est difficile de les extraire par rapport à tous les pas qu'il a pu faire, mais j'ai essayé de prendre les 3 qui me paraissent les plus significatifs. Ces 3 pas de géant vont laisser des empreintes qui vont marquer durablement nos vies futures. Tout d'abord, la richesse produite a été multipliée par 10 et elle continue de progresser à l'échelle mondiale, même si les crises économiques actuelles traversées par de nombreux pays enrayent quelque peu la machine capitaliste, mais les pays émergents prennent le relais, la Chine, l'Inde, le Brésil, quoique. Deuxième pas de géant, les kilomètres parcourus ont été multipliés par 9 en 65 ans. Et aujourd'hui, la mobilité récréative est plus importante que la mobilité professionnelle. On faisait 5 km en moyenne en 1950 contre 45 km aujourd'hui par jour et par personne. C'est le recul très, très net du monde du voisinage, de la sédentarité subie, du contrôle social de chacun, de la vie de quartier ou de village. On la regrette, et c'est différent selon les lieux, mais ça donne la priorité à la construction de nouveaux espaces de changement social par le spatial, éclatés en fonction de ses centres d'intérêt et sans cesse reconfigurés à l'image d'un archipel où on a des pôles d'intérêt et des réseaux de relations qui s'installent en ville, en périurbanité, mais aussi un petit peu plus loin, dans différentes régions de France, à l'étranger. Voilà, c'est une vie un petit peu en réseau. Troisième pas de géant, c'est que la vie elle a augmenté de 40%,
Et on gagne encore aujourd'hui 3 heures de vie de plus par jour. Là, quand vous m'aurez écouté, vous aurez gagné 3 heures de vie. Ce qui nous offre un capital temps disponible totalement inédit. Soit autant en un siècle que de 1000 à 1900. C'est aussi tout simplement vertigineux ce que le XXe siècle a bouleversé sur nos modes de vie. Ces 3 révolutions vont continuer à influencer nos modes de vie demain, qui seront très largement structurés par la consommation de loisirs sous toutes leurs formes, des plus autonomes aux plus encadrés sur un continuum qui accepte tous les intermédiaires. Mais avec des adaptations éthiques de plus en plus fortes, en lien avec la montée progressive de la conscience écologique et de la durabilité des ressources de la planète, le syndrome du Titanic est en train de gagner de plus en plus de personnes. De plus, le développement des outils de communication numérique, depuis une vingtaine d'années, va contribuer à faire évoluer les conditions et les formes du travail. C'est déjà le cas, ça va faire que s'accentuer, c'est ce que j'ai entendu dans les communications. En atténuant les frontières entre travail et loisirs. Ils ouvrent un champ énorme de loisirs virtuels et favorisent les voyages, ce qui va contribuer à une diffusion sociale encore plus grande de cette culture. Nous sommes tous connectés, ou presque, en tout temps et en tout lieu, partout autour de la planète. Et ce n'est pas fini, si j'en crois les travaux de mon collègue sociologue à l'UPPA, Francis Joret-Guébéry. Le succès phénoménal du smartphone le montre bien. Si le smartphone, vous savez qu'il y avait j'ai entendu, c'est Jacques Lecacheux qui disait hier qu'il y avait une étude de marché qui avait été faite il y a 30 ans, comme quoi c'était pas la peine de mettre le téléphone portable sur le marché, ça ne marcherait pas. Donc vous voyez qu'on s'était bien trompé, parce qu'au contraire, c'est certainement l'objet de consommation qui a le plus marché, tout simplement parce qu'il s'est totalement inscrit dans la demande des gens qui jouent sur la métaphore de la porte et du pont, qu'explique très bien Georges Siemens, un sociologue allemand. La porte, c'est l'individu, je ferme mon téléphone quand je veux être centré sur moi, et le pont, c'est autrui, j'ouvre mon téléphone et je communique, téléphone, SMS, etc. C'est pareil pour Internet. Donc je n'insiste pas trop sur ce registre-là, il y a 2-3 conférences qui en parlent bien mieux que moi, mais je les intègre forcément dans ce que seront les loisirs de demain, c'est inéluctable. De même, la transformation de notre mode d'habiter, ça c'est un peu plus en rapport avec les travaux que je peux mener. Les modes d'habiter, les espaces urbains et naturels vont se poursuivre. Et c'est là où c'est intéressant, parce que ça concerne tout le monde. Nos logements, que ce soit des appartements ou des maisons, sont devenus à l'intérieur des espaces de loisirs extraordinaires, avec des salles de jeu, des salles de bain où on peut prendre des bains à remous, une salle de sport, des terrasses lorsqu'on est en appartement, où on met beaucoup de verre, où on peut même installer un petit barbecue, etc. etc. Comme à l'extérieur, hein, ceux qui ont des maisons, les jardins, les piscines. Donc c'est des lieux de vie de la famille et de réception de nos amis. Sur une chambre d'amis, la maison est beaucoup plus ouverte qu'elle était hier. Renouvelant, bien entendu, les modèles architecturaux. L'architecture de l'habitat s'est totalement rénovée ces dernières années, et pas par hasard, pour justement suivre cette révolution des modes de vie. Il en est de même de la façon d'habiter notre quartier. Quand je parle du mode d'habiter, ce n'est pas uniquement habiter mon appartement, ma maison, c'est habiter le quartier qui m'environne. Au sens de le vivre grâce à l'appropriation corporelle, sensible et symbolique des lieux. La multiplication et la diversification des pratiques récréatives en constituent des manières privilégiées, car elles participent à la construction d'une ville plus vivable, plus agréable et plus désirable. Dans la recherche dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les usages récréatifs du parc naturel Riedegave à Pau, on a pu mettre en évidence ce qu'on a appelé une forme d'habitabilité récréative. C'est un gros mot pour décrire simplement un phénomène de mieux m'approprier, mieux vivre, mieux me sentir, mon quartier, ma ville. La ville devenant bien entendu de plus en plus récréative, c'est le cas des grandes métropoles, que ce soit en termes d'aménagement ou d'animation, à l'instar de Bordeaux. Je ne vous fais pas de dessin entre les réaménagements des quais de la ville et la dynamique événementielle. Toulouse, j'étais à Toulouse il y a 15 jours avec les machines, l'araignée géante et le Minotaure. Mais c'était une foule un dimanche après-midi, alors qu'il faisait beau, les gens étaient tous là. Lyon, avec le réaménagement des berges du Rhône, Paris, mais aussi demain dans les villes moyennes, Angers, Metz et Pau, qui commencent à s'inscrire aussi dans cette dynamique. Et le mouvement va se poursuivre avec l'amplification de la quête de la nature en ville, qu'elle soit domestiquée ou totalement artificialisée. Je pense au stade d'eau vive, par exemple. La recherche de sociabilité ouverte, synonyme d'intégration et de reconnaissance sociale,
et la construction d'une habitabilité culturelle à forte valeur identitaire. En fait, ce qui se joue là, c'est vraiment l'enjeu identitaire. Je me plais dans ma ville, je me plais dans mon quartier, je m'y sens bien, quand quelque part, ça corrobore un petit peu la construction identitaire dans laquelle je m'inscris. Le double phénomène des migrations d'agrément, c'est-à-dire habiter sur des lieux de vacances pendant mon travail, et je fais le trajet, par exemple, j'habite à la Reims et je viens tous les jours travailler à Pau, ou à la retraite, ce qui est beaucoup plus facile parce que j'ai plus à le faire et je vais habiter sur un lieu de vacances. Et ça, Jean-Pierre l'explique très bien, c'est une donnée inconsidérable de gens qui, à la retraite, chaque année, c'est des milliers de gens qui quittent Paris pour venir habiter dans des zones de vacances. Ainsi que la double résidentialité, ville-campagne, s'inscrit aussi dans cette nouvelle logique qui est d'intégrer dans l'ordinaire du quotidien les codes et les valeurs des vacances. Les retraités en sont le meilleur exemple. Sans parler de la création d'une nouvelle économie générée par ces deux phénomènes, ce que Laurent Davesi, un chercheur grenoblois, appelle l'économie résidentielle, qui pour certains territoires est plus importante que l'économie productive. Mais a-t-on suffisamment anticipé et préparé la mise en mobilité des retraités, qui va encore plus marquer le siècle en cours? C'est une vraie question. Reste aussi dans ces cas de figure que je viens de vous exposer que des inégalités sociales persistent dans l'accès à cet usage plus récréatif et à une forte mobilité du temps, et qui questionne sur le fonctionnement de notre société et de nos institutions dans la mesure où les richesses seront toujours plus nombreuses, mais leur partage sera toujours plus inégal, renforçant un monde à deux vitesses. Ça, c'est un vrai défi des années futures. Enfin, et pour terminer, sachant que je ne peux pas tout aborder, mais j'essaie d'aborder ce qui me paraissait le plus essentiel, un problème crucial va se poser demain. Il se trouve dans la tension de plus en plus forte qui existe déjà et qui va s'exacerber entre la culture du travail, avec ses hiérarchies, ses contraintes et ses égalités qui persistent encore, et la culture des loisirs davantage auto-organisée, faite d'imprévus, beaucoup plus happeuse, moins contraignante. Et cette tension nécessite de repenser la définition même et l'organisation même du travail à l'aune de la mise en loisir de notre société et de nos territoires, me semble-t-il. C'est un vrai défi sur lequel il faut se pencher. Tout ça pour vous dire que toutes ces mutations, tous ces bouleversements que je viens de vous décrire, actuels et à venir, de nos modes de vie, eh bien, ils produisent de la complexité. Ils produisent de l'incertitude, ils produisent de l'angoisse chez les citoyens, mais aussi chez les gestionnaires du pays et de la cité. Ils induisent en tout cas un grand désarroi chez nos politiques, qui tentent toujours de rester les maîtres du social par le pouvoir spatial, mais ça devient de plus en plus compliqué vu notre mobilité, et qui semblent en difficulté aujourd'hui pour proposer de nouveaux projets de vie, et qui répètent souvent que les liens sociaux ont disparu. Non, ils n'ont pas disparu, ils sont tout simplement reconfigurés dans un nouveau type de société et dans de nouvelles manières de communiquer. Faut-il encore chercher à le comprendre pour mieux gouverner nos territoires? Enfin, pour conclure, je pense que je serai dans les temps. Il me reste 2 minutes 38, c'est ça? Je n'avais pas vu qu'il y avait le chrono là-bas. En conclusion, donc conclusion en 2 parties, synthétique et prospective, classique chez les universitaires. La mise en loisir de la société et des territoires est aujourd'hui une donnée incontestable, évoquée par l'ensemble de la communauté scientifique, j'ai essayé de vous le démontrer. Elle est visible à travers le foisonnement des modes de consommation récréative dans l'existence quotidienne et l'image idéale, lisante, car fournisseuse de sens que donnent ces pratiques en réponse à la quête identitaire qui anime tous nos contemporains. Ce processus d'acculturation de masse au loisir se résume dans la figure de l'homo loisirus. C'est le triomphe d'une utopie, pour paraphraser le dernier ouvrage de Jean Viard, qui date de 2016. Et malgré la crise, le poste de consommation de loisirs et de vacances n'est pas en baisse. Le taux de départ en vacances n'est pas en baisse. Il est toujours autour de 63, 64, 65%. Comme si quand on ne peut pas changer le monde, on aspire toujours et davantage à changer de monde. Reste que notre culture politique et économique découle de la position hégémonique incarnée par la production compétitive et l'effacement de la place des choix individuels de mode de vie. Il est urgent de sortir de cette ancienne lecture du fait social afin de sortir nos sociétés du chômage récurrent et de l'obsession productive et d'inventer un nouveau mode de développement. Performance, vitesse et efficacité gouvernent toujours les rapports à l'espace, au temps et au corps dans nos sociétés modernes, si l'on en croit Alain Ehrenberg, Paul Virilio et d'autres sociologues. Un monde mobile, en mouvement, hyper connecté, où l'information et les personnes circulent de plus en plus vite, le symbolise et semble avoir encore de beaux jours devant lui.
Car l'addiction à la vitesse, dans les transports, dans l'information, dans les pulsations provoquées, on aime quand même quand il y a d'urine, quand ça pulse, quand on se sent projeté. Hein. Le succès du TGV, les transports aériens le montrent bien. On parle de 2 milliards de touristes en 2030 contre 1,3 milliard aujourd'hui. On a franchi le cap du milliard en 2011. Vous voyez qu'il aura fallu plus d'1 siècle pour arriver à 1 milliard et en 20 ans, on double. Mais ce phénomène d'accélération, et je vais terminer par ça parce que ça me tient à cœur, mais ce phénomène d'accélération décrit et critiqué par le fameux Hartmut Rosa, sociologue allemand dont je vous parlais tout à l'heure, source de consommation frénétique et d'aliénation, pour citer Rosa, commence quelque peu à questionner bon nombre de personnes partisans d'un mieux vivre. Des préoccupations éthiques, culturelles et environnementales contemporaines invitent à ralentir le rythme. Slow city, slow food, slow management, slow urbanisme, slow tourisme illustrent cette nouvelle culture, paniquement synonyme de lenteur, pour reprendre l'éloge de la lenteur de Pierre Sanson, mais aussi tout simplement de qualité de vie, de respiration, de sobriété, de simplicité, d'authenticité. Le futur n'est pas écrit, comme ça a été dit hier soir lors d'une conférence. Ce sont les hommes et les femmes qui le construisent. Alors, inventons un autre monde, un monde plus humain, plus harmonieux, plus respectueux de notre environnement. Sommes-nous condamnés à aller toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin pour trouver le bonheur? Je vous remercie. Donc le temps est aux questions. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. J'espère que j'ai attisé en vous des questions. Je vais m'asseoir. Il y a une question là. Est-ce qu'on observe dans la façon dont les jeunes, dont vous parliez là, les jeunes qui vont moins avoir une perspective de s'installer dans le travail avec une carrière, etc. Donc ils vont profiter, comme vous l'avez dit, de loisirs. Voilà. Elles viennent que pourra plus tard, quoi. C'est ça. Alors ça, ouais. que les retraités qui ont privilégié Exactement. L'inverse vont Vous avez profiter, tout bien compris. Bon, mais donc est-ce que on note une grande différence entre le choix des loisirs de ces jeunes et celui des moins jeunes? Bon, évidemment, il y a le problème de l'âge, évidemment, qui est totalement différent, mais aussi par rapport à ce que vous disiez à la fin, le slow, l'authenticité, etc. Est-ce qu'on le retrouve plus chez les jeunes, chez les plus âgés? Enfin, est-ce que... C'est une excellente question. Ouais. C'est une excellente question et je vais être prudente dans ma réponse. Je pense que l'envie d'avoir des loisirs, du coup, elle est commune. C'est pas tout à fait les mêmes parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes loisirs quand on est jeune et quand on est plus âgé, même s'il peut y avoir parfois un dénominateur commun et des ressemblances. Ça, c'est une certitude. Il n'y a qu'à voir ce que font nos enfants et ce qu'on fait nous. On se retrouve rarement au même endroit, à la même heure, les samedis soirs. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Après, dans le rapport au slow, je pense que ça mériterait une vraie étude. Parce que est-ce que c'est finalement la nouvelle génération qui va s'emparer de cette idée de mieux vivre plutôt que de toujours vouloir aller plus vite, plus haut, plus loin, plus fort et toujours plus, pour faire les dire les choses rarement? Ou est-ce que c'est plutôt la sagesse des retraités qui va les influencer? Franchement, je n'ai pas la réponse. Je vais être très modeste. Je n'ai pas la réponse. Je pense que ça peut être présent chez les deux catégories. Beaucoup de jeunes sont très sensibles au devenir de la planète parce qu'ils auront 50 ans quand on dit que la planète sera beaucoup plus mal. Les seniors, ils se disent, moi, je ne serai plus là. Mais je crois qu'ils ont aussi quand même cette idée de léguer quelque chose de potable, de vivable aux générations qui les suivent. Donc je pense que ça doit être présent chez les deux, peut-être avec des intensités différentes. Mais ça mériterait un vrai travail de recherche, par contre. C'est une vraie question.